Les samouraïs. Ces célèbres guerriers japonais. Contrairement aux idées reçues, le statut de samouraï n'était pas réservé aux hommes. Les femmes samouraïs sont l'un des plus grands secrets de l'histoire du Japon. Ces femmes étaient aussi valeureuses que les hommes sur le champ de bataille. Elles étaient fidèles, honorables et prêtes à mourir pour leur clan. De récentes découvertes archéologiques révèlent que les femmes jouaient un rôle crucial sur le champ de bataille. Voici l'histoire vraie de Takeko Nakano, cette guerrière qui, en 1868, affronta un ennemi largement supérieur dans une bataille qui marque la fin de l'ère des samouraïs. Mignonne, sexy et obéissante. Aujourd'hui au Japon, les femmes sont souvent infantilisées dans les mangas et la culture pop. Mais dans les écoles d'arts martiaux, la tradition ancestrale des femmes guerrières se perpétue. Leur modèle, Takeko Nakano, une guerrière légendaire. À 6 ans, Takeko ne se doute pas du destin qui l'attend. Elle grandit à Edo dans une riche famille aristocratique, entourée des guerriers les plus intrépides au monde, les samouraïs. Depuis près de 10 siècles, les samouraïs dominent le Japon grâce à leur armure élaborée, leurs armes mortelles et un code d'honneur complexe. Les Aizu, le clan de Takeko, sont au sommet de la hiérarchie samouraï. Ils sont en relation directe avec le chef du pays, le shogun. Takeko ne tarde pas à découvrir que les privilèges des Aizu s'acquièrent durement. Elle commence par apprendre la calligraphie et la poésie. Mais elle devra maîtriser une autre discipline. Elle devra apprendre à se battre. En plus d'un entraînement intensif, les samouraïs Aizu reçoivent une éducation éthique et morale. Fais ce qui est juste. Respecte les plus âgés. Ne sois jamais lâche. Sous l'autorité de maître Daisuke, Takeko sait que pour elle, l'enfance est terminée. L'armure qui se trouve derrière moi a été faite pour un enfant. C'est le type d'armure que recevaient les garçons issus de familles samouraïs entre l'âge de 7 et 12 ans. Ils étaient séparés de leur famille, mais restaient dans leur clan pendant toute la formation. Et toute leur carrière de guerrier était axée sur la fidélité envers le clan. La plupart des samouraïs étaient de petits propriétaires terriens. Quand les hommes partaient combattre pour leur seigneur, les femmes protégeaient la propriété contre les bandits et les clans ennemis. Takeko avait de la chance. Sa famille pouvait s'offrir les services d'un professeur d'arts martiaux réputé, tandis que les jeunes filles issues de familles samouraïs modestes finissaient souvent esclaves. Sous la main de fer du shogun, l'époque d'Edo est relativement paisible. Mais les samouraïs Aizu, toujours vigilants, continuent de former leurs femmes. Et durant les cours de maître Daisuke, Takeko dévoile tout son talent. Merci, maître.
Ce sanctuaire shinto est consacré aux arts martiaux. Aujourd'hui, comme leurs ancêtres, les jeunes filles s'entraînent dans l'esprit des femmes samouraïs. Elles utilisent des techniques affinées au fil des siècles. Comme à l'époque des samouraïs, la formation des jeunes femmes ne se limite pas à l'exercice physique. On forme à la fois le corps et l'esprit. On apprend le respect, la considération et les bonnes manières. Takeko est une jeune fille passionnée. Elle a soif de connaissances. Elle dévore les histoires des guerrières et des impératrices japonaises. Mais c'est la légende de la belle samouraï Tomoe Gozen qui la marque le plus. Au début du XIIIe siècle, 600 ans avant la naissance de Takeko, cette habile cavalière se sacrifie pour celui qu'elle aime. Tomoe Gozen doit son renom au courage dont elle a fait preuve dans un combat perdu d'avance. Elle et son commandant étaient opposés à une armée beaucoup plus puissante. Le commandant lui a ordonné de fuir, mais elle a refusé. Et au lieu de cela, elle a attaqué l'ennemi du commandant et l'a décapité. Ce qui a offert au commandant de précieuses minutes pour se préparer à une mort honorable, puisque la défaite était inévitable. Takeko suit un entraînement draconien. En tant qu'élite, elle doit effectuer 1000 coups de sabre par jour. Mais autour d'elle, le monde change. En 1853, Edo est l'une des plus grandes villes du monde, avec plus d'1 million d'habitants. Elle regorge de marchands et de nouveautés en tout genre. Mais elle n'est pas épargnée par les difficultés économiques et le mécontentement grandit à l'égard du shogun. À l'extérieur de l'enceinte Aizu, beaucoup de gens sont pauvres, affamés et désespérés. Certains samouraïs plus modestes vivent eux aussi dans la pauvreté. Payez-moi, je vous en supplie. Malgré la diminution de leur richesse, les samouraïs restaient au sommet de la société. Même les riches marchands devaient s'incliner devant eux. La hiérarchie entre samouraïs est stricte. Quiconque manque de respect à la mère de Takeko risque la mort. L'agitation gagne l'ensemble du pays. Le shogun compte sur les Aizu pour maintenir l'ordre au sein des 260 clans rivaux que compte le Japon. Takeko grandit dans une ville dangereuse. Edo est en proie aux intrigues politiques et les samouraïs sont de plus en plus mécontents du shogun à cause de l'instabilité économique. Au plus fort des tensions internes, une escadrille de vaisseaux de guerre américains surgit au large d'Edo sous le commandement du commodore Matthew Perry. Pendant 150 ans, les shoguns avaient isolé le Japon. Les marchands étrangers étaient bannis ou exécutés quand ils s'aventuraient sur les îles japonaises. Perry ne repartira pas sans un accord commercial. Mais le shogun ne cesse de retarder les négociations dans l'espoir de voir les Américains baisser les bras et quitter le pays.
Exaspéré, Perry adresse un dernier avertissement au shogun. Il fait tirer les canons pour montrer sa puissance. Les canons du Commodore Perry sont bien plus élaborés que ceux des Japonais. Ils ont une plus grande portée et sont beaucoup plus puissants. La présence prolongée de Perry à Edo provoque l'indignation des samouraïs. Incapable de riposter aux Américains, le shogun signe l'accord tant décrié. Les samouraïs savent qu'ils doivent se plier à cet accord s'ils ne veulent pas être envahis par les forces navales qui encerclent le pays. Après la percée américaine, Britanniques, Français et Russes arrivent à leur tour. Ils installent des comptoirs commerciaux et font venir leurs marchandises. Leur empreinte marquera le Japon à jamais. Devant l'influence occidentale croissante, de nombreux samouraïs accusent le shogun de pactiser avec l'Occident et de déshonorer le Japon. Les Aizu, au service du shogun, redoublent de vigilance pour empêcher toute rébellion. Pendant ce temps, Takeko développe une force et une adresse telles que Maître Daisuke l'initie à la naginata. Une arme redoutable qu'elle maniera un jour à la perfection. L'arme traditionnelle des combattantes japonaises, c'est la naginata. C'est une arme polyvalente. Comme vous le voyez, elle a un manche très long et une grande portée. Elle permettait de réaliser de larges coups circulaires. Aujourd'hui encore, à Osaka, on apprend les techniques ancestrales de la naginata. Midori Tanaka est grand maître dans une école d'arts martiaux qui enseigne cette discipline inchangée depuis le XIVe siècle. Mon père m'entraîne depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je suis en passe de devenir la nouvelle directrice de l'école. Chaque jour, je sens la pression et la responsabilité qui pèsent sur mes épaules. La naginata est l'arme idéale pour une femme. Elle demande avant tout de l'adresse et de la rapidité. Dans un combat, elle est aussi meurtrière qu'un sabre de samouraï. Les techniques de fabrication de la lame sont identiques à celles utilisées pour une lame de sabre japonais. Le côté tranchant est en acier trempé. Le reste de la lame est plus souple, ce qui en fait une arme redoutable. Nous sommes dans une maison de samouraï. Et nous avons ici des naginata. On les offrait souvent en cadeau de mariage pour que la femme puisse défendre le foyer s'il le fallait. Elles étaient accrochées au mur, près de l'entrée, en cas d'urgence. Aujourd'hui au Japon, la naginata est un sport. Mais dans l'école de Maître Midori, elle est enseignée de manière traditionnelle. Le but est de tuer l'ennemi. Pour les femmes, la naginata était un moyen de défense extrêmement efficace. La longueur du manche leur permettait de tenir l'adversaire à distance, même s'il leur était supérieur en termes de force et de poids. Je vais vous montrer comment lui couper la jambe. S'il esquive le premier coup, je peux encore l'atteindre. Il suffit de tourner la lame vers l'autre jambe.
Voilà maintenant 10 ans que Takeko a commencé sa formation de samouraï. Elle a 16 ans et devient maître. Les élèves devaient savoir manier la plume et le sabre. Mais il était très rare qu'une jeune fille maîtrise la naginata dès l'âge de 16 ans. Elle avait manifestement un don. Takeko enseigne à de jeunes élèves, comme sa sœur Yuko, qui a elle aussi rejoint l'école. Mais il y a une autre arme dont une jeune femme samouraï doit savoir se servir en dernier recours. Quand une jeune fille samouraï devenait femme, on lui offrait un kaiken, un couteau. Elle le gardait tout le temps sur elle. Elle le glissait dans sa manche, l'enveloppait dans son kimono ou le cachait dans sa ceinture. On se sert du couteau pour bloquer l'attaque. On utilise le dos de la lame et non pas le côté tranchant. Le dos de la lame, pas le côté tranchant. On bloque comme ceci pour pouvoir égorger l'ennemi. Une mère samouraï a le devoir d'offrir un couteau à ses filles. Elles pourront ainsi préserver l'honneur de la famille. Le kaiken permet avant tout de se suicider selon un rituel, afin de mourir dignement. Les femmes Aizu de haut rang comme Takeko et Yuko devaient être prêtes à se sacrifier pour leur seigneur, leur clan et leur mari. Le suicide d'une femme samouraï demande une préparation particulière. On lui attache les jambes avec une ceinture de kimono pour qu'elle reste gracieuse, même après une terrible agonie. En plus de leur apprendre à combattre, l'objectif de l'éducation des jeunes filles samouraïs était de former des femmes cultivées et raffinées pour les marier et renforcer les alliances avec d'autres clans ou d'autres familles. Avant que Takeko ne quitte l'école, Maître Daisuke présente son neveu à sa famille. Si Takeko accepte le mariage, sa vie changera radicalement. Elle devra se soumettre à son mari et respecter les traditions samouraïs. L'une d'elles consiste à se peindre les dents en noir. C'est une pratique courante à l'époque chez les femmes mariées. Pour la jeune femme, ce n'est pas le moment de fonder une famille. Le pays est au bord de la guerre civile. Si Takeko ne s'était pas intéressée à la politique, elle aurait fait une épouse idéale. Elle était belle, cultivée et issue d'une puissante famille samouraï. Sous les yeux des samouraïs Aizu, Maître Daisuke, vexé, s'en prend à Yuko. Dans un vrai combat, Maître Daisuke serait mort. L'élève a dépassé le maître. Takeko a 16 ans lorsqu'elle quitte Maître Daisuke pour enseigner les arts martiaux.
À l'extérieur de l'école, elle découvre les caricatures de drôles d'étrangers qui commencent à faire parler d'eux. Parmi les nouveaux arrivés à Edo figure Henri Schnell, ancien officier de l'armée prussienne d'origine hollandaise, engagé comme traducteur par l'ambassade de Prusse. D'un côté, Henri est comme tous ces aventuriers venus faire fortune dans un nouveau pays. Mais il a aussi un côté romantique. Il tombe amoureux du Japon, épouse une japonaise et prend même un nom japonais. Au début, les habitants d'Edo sont amusés par ces marchands et diplomates occidentaux qui ignorent les lois et coutumes locales. Mais leur présence déplaît à de nombreux samouraïs qui les accusent de menacer leur souveraineté et d'humilier le pays avec des accords commerciaux dont personne ne veut. Certains considèrent même le shogun comme une marionnette aux mains des démons étrangers. Tu cherches la bagarre? À l'époque, Edo est une ville très dangereuse pour les étrangers. Bon nombre de samouraïs les méprisent et n'acceptent pas leur présence. Les attaques contre les étrangers et les représentants du gouvernement se multiplient. Les samouraïs rebelles défient ouvertement l'autorité du shogun. Ils se rassemblent sous la bannière de l'empereur, souverain héréditaire sans pouvoir, basé à Kyoto. Deux forces émergent, les clans de l'empereur d'un côté, les hommes du shogun de l'autre. Les Aizu restent fidèles au shogun, ils se préparent à la guerre. Les Aizu prenaient l'éducation militaire très au sérieux. Ils ont construit cette immense école de samouraïs, l'une des plus grandes de l'époque d'Edo. Elle accueillait plus de 1000 élèves et comptait 200 enseignants. Les Aizu étaient fiers. Ils se considéraient comme des combattants d'élite hautement instruits et quasiment égaux à la famille du shogun. Imaginez cet endroit grouillant d'activité. Les samouraïs s'entraînent au maniement du sabre et de la lance, ils montent à cheval et tirent au fusil. C'est ici que les Aizu ont forgé leur réputation de combattants d'élite. Ils avaient construit un bassin de 150 mètres de long pour s'entraîner à combattre dans l'eau et pour apprendre à nager avec leur armure. Un des exercices consistait à tenir un plateau avec des bols posés dessus, tout en avançant dans l'eau. L'objectif était double, maintenir le mousquet au sec et pouvoir viser tranquillement avant de tirer. La plupart des Aizu étaient équipés d'armes à feu archaïques. Celle-ci est un mousquet avec une platine à mèche, capable de tirer environ 2 coups par minute. Il se chargeait par la bouche. L'allumage se faisait à l'aide d'une mèche contenue dans cette partie. Cette arme avait peu évolué depuis le XVIe siècle. Alors que les Aizu doivent se contenter d'armes désuètes, les hommes de l'empereur disposent de fusils et de canons modernes. Forts de ces armes, les samouraïs réclament la tête du shogun. Des incendies criminels éclatent dans les rues d'Edo, le shogun doit réagir. Il envoie une armée de 15 000 hommes, menée par des Aizu, détruire le bastion des rebelles à Kyoto. Les hommes de l'empereur sont 3 fois moins nombreux, mais leurs nouvelles armes ne laissent aucune chance aux troupes du shogun. C'en est fini du shogun. Ses alliés le lâchent les uns après les autres.
De leur côté, les Aizu parviennent à former une alliance entre clans du Nord pour s'opposer à l'empereur. Après la défaite, le shogun s'enfuit à Edo en bateau. L'armée impériale marche sur la capitale, qui ne tarde pas à se rendre. Les samouraïs Aizu rescapés regagnent le nord pour un ultime combat contre les troupes de l'empereur. Mais il reste un espoir. Henri Schnell vient au secours des Aizu. Il renonce à son poste de traducteur à l'ambassade de Prusse pour leur proposer ses services. Ça, c'est un Spencer. On pense que l'armée impériale en possédait un grand nombre. Son atout majeur, c'est que c'est un fusil à répétition. On le chargeait par le magasin, situé dans la crosse. On armait et tirait à la main. Résultat, on pouvait tirer 15 coups par minute. C'était un avantage considérable par rapport aux autres armes. Pour faire parvenir ses fusils aux Aizu, Schnell a un plan. Les hommes de l'empereur avaient été plus prompts à se procurer des armes occidentales. Mais les Aizu comptaient rattraper leur retard avec l'aide d'Henri, via le port voisin de Niigata. Les Aizu n'ont aucun accès à la mer. Mais Schnell et son frère comptent expédier les armes à Niigata et les leur livrer. En remerciement pour son dévouement, Schnell reçoit le statut de samouraï. Nous te faisons samouraï Aizu. À ce moment-là, seuls 2 Occidentaux ont obtenu ce statut. Schnell est le 3e. Reste à savoir s'il pourra livrer les armes. Les Aizu ont subi de lourdes pertes au cours de la retraite. Le château de Wakamatsu constitue désormais leur ultime rempart. La princesse Teru, sœur du seigneur de guerre Aizu, dirige une force mixte composée de jeunes garçons, de vieillards et de 600 femmes samouraïs. En général, les femmes issues d'une famille samouraï de haut rang, comme la princesse Teru, ne participaient pas directement au combat. Mais elles jouaient un rôle déterminant dans la défense du château. Traditionnellement, ces femmes éteignent les incendies, soignent les blessés et préparent les munitions. Mais dans le conflit qui s'annonce, elles devront combler les rangs d'une armée décimée. Mais quel rôle les femmes ont-elles vraiment joué dans les grandes batailles? La réponse pourrait bien se trouver dans cette forêt. Un jour, pendant une violente tempête, plusieurs arbres comme celui-ci sont tombés. Ils ont soulevé la terre qui se trouvait à leurs pieds et on y a découvert de nombreux crânes. Quand un samouraï se bat, son but est de s'emparer de la tête de son ennemi et de la brandir en triomphe. Les têtes capturées au combat sont ensuite exposées devant l'ennemi vaincu pour lui saper le moral. En 1580, 300 ans avant l'ultime combat des Aizu, le clan Takeda s'engage dans une bataille féroce à la suite d'une attaque par la mer à Senbon-Matsubara. Tous les os qu'on a découverts appartenaient à des adultes ou à des adolescents. Et dans 30% des cas, ils provenaient de squelettes féminins. Autrement dit, un tiers des combattants étaient des femmes. Quand on réalise des fouilles sur le site d'un château assiégé, on découvre très souvent des os de femmes et d'enfants.
Mais ici, il n'y avait pas de château. Ces femmes étaient venues là pour combattre et pour mourir. Les restes découverts sur le champ de bataille ont été enterrés tout près, dans une tombe de 2 mètres de profondeur. L'endroit est considéré comme sacré. Aujourd'hui encore, les gens qui vivent ici craignent les esprits de ces combattants décédés il y a des siècles. Je suis navré, mais la communauté locale ne veut pas qu'on aille plus loin. Après cette découverte, les archéologues japonais ont fouillé d'autres champs de bataille pour trouver des squelettes de femmes soldats. Sur tous les sites, les résultats étaient semblables. En moyenne, 30% des squelettes découverts appartenaient à des femmes. Alors pourquoi le rôle des femmes samouraïs dans les batailles a-t-il été occulté aussi longtemps? La participation des femmes aux guerres japonaises a été passée sous silence pendant des siècles, car l'honneur et la gloire étaient réservés aux hommes. Après la chute d'Edo, les Aizu tentent de sécuriser les voies de ravitaillement. Schnell est à la tête d'une unité. Sa mission, protéger la précieuse cargaison de fusils arrivée à Niigata. Mais Schnell se retrouve cerné par l'armée de l'empereur. Il est incapable de tenir Niigata. Le prétendu sauveur des Aizu ne parvient pas à protéger la cargaison. Il s'échappe avec sa femme. Les fusils modernes promis par Schnell étaient le dernier espoir des Aizu. Une fois le port de Niigata perdu, il ne restait plus qu'à défendre le château. L'armée impériale gagne du terrain et se rapproche de la capitale Aizu, Wakamatsu. Le bruit court que les envahisseurs violeraient les femmes et les vendraient comme esclaves aux puissances étrangères. De nombreuses femmes se réfugient dans les montagnes. D'autres, dont les femmes des officiers Aizu, se suicident. Elles évitent ainsi le viol et le déshonneur et sauvent leur réputation. Yuko a suivi sa grande sœur Takeko. Elle est au bord du désespoir. Mais Takeko ne la laissera pas se suicider. Elle lui coupe les cheveux à la façon d'un homme samouraï. Les 2 sœurs combattront pour la survie du clan. Et elles ne sont pas seules. À Wakamatsu, la renommée de Takeko attire les femmes samouraïs des environs. Toutes sont bien décidées à se battre. Ne mens jamais! Ne sois pas lâche! Respecte les plus âgés! En garde! Épaulée par sa mère et sa sœur, Takeko prépare les jeunes femmes au combat. La princesse Teru sait que les samouraïs de Takeko sont prêtes à donner leur vie. Mesdemoiselles, au nom d'Aizu, je vous remercie.
Pendant que l'ennemi approche, bon nombre de femmes rédigent des poèmes d'adieu. 2 sœurs de 13 et 16 ans ont écrit celui-ci. Je vous le lis. Nous partons en voyage main dans la main. La montagne de la mort est au bout du chemin. La tradition samouraï veut que Takeko et Yuko écrivent un poème d'adieu. Il doit être beau et contenir un dernier message au cas où elle perdrait la vie. Les cérémonies étaient très présentes dans la société samouraï. Les rites mortuaires préparaient chaque individu à une mort honorable. L'inévitable affrontement tourmente profondément Yuko. J'ai peur. J'ai peur de cette guerre. En bonne guerrière Aizu, les 2 sœurs se promettent de mourir dignement. Quand l'heure viendra, nous mourrons ensemble. Wakamatsu est cerné par les troupes impériales. La bataille commence enfin. D'un côté, 5000 Aizu démunis, de l'autre, une armée de 15 000 hommes. Les troupes de l'empereur bloquent tous les accès au château. Les Aizu vont tenter une sortie dans l'espoir de forcer le blocus. Takeko rassemble ses combattantes pour rallier le reste des troupes. Pendant leur marche vers le front, d'autres femmes les rejoignent, portant leur nombre à 18. Elles finissent par atteindre un avant-poste Aizu, mais reçoivent un accueil mitigé. La présence de femmes dans nos troupes déshonore notre clan. En tant que samouraï, Takeko doit se soumettre aux ordres du commandant. Nous sommes déterminés à nous battre, quoi qu'il en coûte. L'honneur et la gloire étaient réservés aux hommes. Et pour un homme samouraï, il aurait été honteux qu'on puisse attribuer le gain d'une bataille à des femmes. Takeko n'a plus qu'une solution. Si vous refusez notre aide, nous nous donnerons la mort. Dans les cas extrêmes, les femmes étaient autorisées à combattre, notamment en période de guerre, où elles risquaient d'être tuées, violées ou réduites en esclavage. Le lendemain, les femmes de Takeko sont enfin aux côtés des hommes. Mais l'armée impériale les empêche d'accéder au château. Au matin du 10 octobre 1868, les femmes Aizu savent qu'elles vont affronter des hommes équipés d'armes à feu. Elles envisagent donc une attaque puissante et soudaine pour se rapprocher au plus près de l'ennemi et utiliser leurs armes blanches. Pendant que la principale unité Aizu et les femmes de Takeko abordent l'ennemi, 2 autres unités attaquent sur les flancs. Leur objectif, réaliser une percée et regagner le château. Ces femmes savent très bien qu'elles s'engagent dans une mission suicide face à une force écrasante.
C'est maintenant que l'entraînement intensif de Takeko va culminer en une attaque décisive. Takeko et son unité attendent que l'ennemi tire. Ensuite, elles chargeront et tueront à coups de lame. Le plus extraordinaire dans cette attaque, c'est que ces femmes utilisaient des armes blanches traditionnelles contre des armes à feu modernes. Des femmes! Ordre est donné de ramener les femmes vivantes. Ceci, combiné à l'inexpérience de certaines recrues, leur permet de s'élancer sur le champ de bataille et d'engager un combat au corps à corps. L'ennemi est frappé par la fureur des femmes Aizu. Ces femmes étaient d'un courage remarquable. Yuko n'avait que 16 ans quand elle s'est retrouvée sur le champ de bataille. Selon les chroniques Aizu, Takeko aurait ravagé les lignes ennemies, ce qui faisait d'elle la cible à abattre. Yuko veut à tout prix éviter que sa sœur devienne un trophée. Elle doit à présent réaliser l'impensable. Décapiter sa propre sœur. Après la mort de Takeko, les rescapés Aizu réussissent à percer les lignes ennemies et à atteindre le château. Mais la guerre est déjà perdue. Plus de 50 canons pilonnent le château jour et nuit.
Au bout d'un mois de bombardement, à court de vivres et de munitions, la princesse Teru capitule devant les généraux de l'empereur. Mais avant, elle intime un dernier ordre. Le château doit être parfaitement nettoyé. À leur arrivée, les vainqueurs font une découverte macabre. 203 femmes Aizu ont préféré se suicider que tomber entre les mains de l'ennemi. L'ennemi avait sali les couloirs du château. La princesse Teru l'a fait nettoyer avant de le céder. C'était un message qui voulait dire « Vous nous avez vaincus, mais vous n'avez pas anéanti l'esprit Aizu ». Le siège du château de Wakamatsu marque la fin de l'ère des samouraïs. Leur statut d'élite est aboli et ils sont contraints de rendre leurs armes. Le shogun est poussé vers la sortie et les rescapés Aizu s'exilent vers les terres arides du nord du Japon. Leur histoire et leur culture sont effacées par les vainqueurs. Mais qu'en est-il de Yuko? Après la bataille, elle parvient à rejoindre le temple familial. Le prêtre lui promet d'enterrer dignement la dépouille de Takeko. « 40 ans seulement après sa mort, le Japon n'est plus un pays isolé, mais une société industrielle moderne. Aujourd'hui, sur le site où Takeko a combattu et trouvé la mort, se dresse un mémorial érigé par les habitants d'Aizu. Takeko Nakano est toujours vénéré par les jeunes femmes Aizu qui perpétuent l'esprit de leurs ancêtres. La dernière bataille de Takeko et son poème d'adieu sont la fierté d'Aizu. Nous chérissons sa mémoire. Si j'avais vécu à cette époque, je me serais battue pour mon clan et ma famille. On croit souvent que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire des samouraïs. Mais il ne faut pas oublier Takeko et ses femmes qui, comme elle, ont joué un rôle crucial dans l'histoire du Japon. Leur héritage, leur courage et leur esprit ne doivent pas tomber dans l'oubli. Ignorer la peur. Vivre dans l'honneur. Telle était l'essence de l'esprit samouraï. Leur force n'avait d'égal que leur modestie, comme en témoigne le poème d'adieu de Takeko. Jamais je n'oserais me compter parmi tous ces célèbres guerriers, bien que mon cœur soit aussi vaillant que le leur.